C'est une scène classique, enfin, on a tous cette image en tête, on connaît ses règles de grammaire par cœur, on a mémorisé des listes interminables de vocabulaire, on s'approche du comptoir pour commander un simple café à Paris ou, je sais pas, à Montréal. Ouais, le moment fatidique. Exactement. Et là, le serveur répond à la vitesse de la lumière avec une expression totalement inconnue, en avalant la moitié des syllabes. Et c'est la panique totale. Mais vraiment, le cerveau fiche complètement. Bienvenue dans notre plongée en profondeur d'aujourd'hui. On a sur la table un document particulièrement intriguant, un guide d'entraînement intensif qui s'intitule Mastering Natural French, Brain Training for B2 Listening Comprehension. C'est un sujet fascinant. Oui, et que les choses soient claires d'emblée, l'objectif de notre exploration, c'est pas de faire un simple cours de rattrapage linguistique. La mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder la mécanique même de notre cerveau face à l'apprentissage d'une compétence complexe. Absolument. Comment on passe d'une écoute scolaire, très stérile et artificielle, à la maîtrise fluide d'un flux d'informations naturelles et complètement imprévisible? L'enjeu dépasse largement le cadre du français, en fait. Parce que comprendre une langue à un niveau avancé, c'est avant tout un exercice de traitement de l'information en temps réel, sous pression. Un exercice mental, quoi. Analyser aujourd'hui, qu'il s'agisse de la gestion de la surcharge d'informations, du lâcher-prise face à l'inconnu ou de la reconnaissance inconsciente de schémas, eh bien, ce sont en réalité les mêmes rouages qui nous permettent d'acquérir n'importe quelle compétence de haut niveau dans un environnement chaotique. Bon, décortiquons un peu tout ça. Le constat de base du guide, c'est que notre cerveau est censé identifier les phonèmes, la structure grammaticale et le sens global d'une phrase en, allez, une fraction de seconde. Une vraie machine de guerre. Sauf que le grand coupable, l'obstacle majeur qui fait dérailler toute cette belle mécanique au niveau intermédiaire, c'est ce qu'on appelle la traduction mentale. Ah oui, le fameux réflexe. Le fait de s'accrocher désespérément à sa langue maternelle. Ça me fait penser à une analogie très concrète du document. Essayer de traduire mentalement chaque mot, c'est exactement comme regarder une vidéo en streaming avec une connexion Internet défaillante. Ah, j'adore cette image. N'est-ce pas? Le cerveau fait une mise en mémoire tampon, un petit buffering, sur un mot précis qu'il ne reconnaît pas immédiatement. Il se met sur pause pour chercher dans son dictionnaire interne. Et c'est là que le décalage se crée. C'est ça. Parce que le problème, c'est que la vraie vie n'a pas de bouton pause. Pendant que le cerveau charge la traduction de ce mot, le direct de la conversation continue de défiler. Bien sûr. Le temps que la traduction soit trouvée, on a raté les 3 phrases suivantes et on est complètement largué. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette analogie illustre les limites physiques de notre mémoire de travail. Neurologiquement parlant, c'est encore plus drastique qu'un simple ralentissement de connexion. C'est-à-dire? Bah, notre mémoire de travail ne peut retenir qu'un nombre très limité d'éléments simultanément. Quand on active le processus de traduction, on remplit ces cases de mémoire avec les mots de notre langue maternelle. D'accord. Résultat, il n'y a littéralement plus d'espace cognitif disponible pour faire entrer les nouveaux sons de la langue étrangère qui, eux, continuent d'arriver. L'audio rebondit sur un mur. Et j'imagine que c'est épuisant. C'est le mot. Cela génère une fatigue mentale foudroyante, car le cerveau surchauffe en essayant de jongler avec 2 systèmes linguistiques à la fois. L'objectif ultime, cette fameuse compréhension automatique, elle exige de court-circuiter cette traduction. Mais comment on fait ça concrètement? Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'exposer l'oreille à un flux naturel constant, sans pause. C'est pour forcer le cerveau, par pur instinct de survie cognitive, à abandonner la béquille de la langue maternelle. C'est une véritable thérapie de choc en fait. Et cette saturation, elle explique parfaitement pourquoi on frappe un mur à un moment très précis de l'apprentissage. Les sources identifient des défis spécifiques au niveau B2, qu'on pourrait comparer à 4 murs invisibles. Oui, le niveau où tout bascule. Exactement. À ce stade, on se bat plus contre l'alphabet ou les conjugaisons du présent. La nature même de l'obstacle change. D'abord, on affronte la vitesse variable. Et ça, c'est déstabilisant. Complètement. Un locuteur natif n'a pas un débit métronomique. Il accélère quand il est passionné, il murmure, il fait des pauses, il fusionne 3 mots en un seul son. C'est le rythme naturel de l'oral. Ensuite, il y a le vocabulaire, qui devient soudainement abstrait. On passe de la description de sa maison à des débats nuancés sur la politique ou l'environnement. Ce qui sollicite des réseaux neuronaux totalement différents. Voilà. Puis, vient le défi des changements soudains de registre de langue. Une personne peut commencer une phrase avec un ton hyper formel et la terminer avec une expression d'argot super familière. Oui, du genre « je vous prie de croire que c'est vraiment galère C'est exactement ça. Le cerveau doit faire une gymnastique constante pour suivre ces ruptures de ton. ». Et il y a le 4e mur, qui est souvent le plus déstabilisant, celui qui concerne les références culturelles implicites. Ah,
Ça. Le fait qu'une simple conversation regorge de sous-entendus liés à l'histoire du pays, à l'actualité récente, ou même, tu sais, à des publicités qui ont marqué une génération, ce sont des données qui n'existent dans aucun manuel de grammaire. C'est justement sur ce point précis que je suis un peu perplexe. Ah bon? Bah oui. Je comprends tout à fait qu'on puisse s'entraîner son oreille à capter des mots prononcés plus rapidement ou à identifier des registres de langue, mais comment on peut sérieusement prétendre s'entraîner à comprendre l'implicite culturel avec un simple exercice d'écoute? Je vois ce que tu veux dire. L'implicite, par définition, c'est ce qui n'est pas dit. N'est-ce pas une illusion de penser qu'on peut maîtriser ça sans avoir vécu des années immergées dans le pays? C'est une excellente remarque. Mais si l'on relie cela au contexte global du développement cognitif, il faut comprendre que l'objectif de cet entraînement n'est absolument pas de transformer l'apprenant en une encyclopédie culturelle ambulante. Ah, donc on n'est pas censé tout savoir. Pas du tout. Il ne s'agit pas de savoir décoder chaque référence obscure. En réalité, le véritable but, c'est de développer l'adaptabilité face à l'inconnu, ce qu'on appelle la tolérance à l'ambiguïté. La tolérance à l'ambiguïté, c'est intéressant ça. Oui, parce que quand une blague ou une référence culturelle surgit et qu'elle crée un trou noir dans la compréhension, la réaction d'un apprenant de niveau intermédiaire, c'est la panique. Il bloque. Le fameux buffering. Voilà. L'entraînement vise à modifier cette réaction. Il apprend au cerveau à accepter cette zone d'ombre temporelle, à ne pas s'y accrocher et à utiliser le contexte environnant. Le ton de la voix, le langage corporel. Exactement, pour déduire l'intention globale. Savoir avancer et prendre des décisions même quand il nous manque des données cruciales, c'est une compétence exécutive vitale, bien au-delà de l'apprentissage des langues d'ailleurs. Donc, puisqu'il est techniquement impossible de tout connaître ou de contrôler ce flux chaotique, la solution réside dans l'art du triage. Le document propose une stratégie de survie qui semble presque contre-intuitive au premier abord. C'est-à-dire, Il faut viser 100% du sens global et faire le deuil des 100% des mots. Il faut consciemment décider d'ignorer une partie de ce qu'on entend. et ça c'est un changement de paradigme qui demande beaucoup de courage. Pourquoi tu dis ça? Parce que le système scolaire nous a conditionnés au perfectionnisme. On nous a appris que chaque mot compte pour avoir la bonne note. Or, la compréhension orale naturelle, elle fonctionne sur un principe d'économie d'énergie. On ne peut pas tout écouter à intensité maximale. C'est ça. La stratégie consiste à braquer toute son attention sur les mots porteurs de sens, à savoir les verbes d'action et les noms principaux, et à filtrer impitoyablement tout le bruit autour. Le bruit, genre les prépositions, les articles. Et surtout, ces fameux mots de remplissage qui parasitent le discours. Justement, le guide donne un exemple extrêmement parlant à ce sujet. Prenons l'exemple d'une phrase banale, saturée de tics de langage. Genre, je me disais qu'on pourrait peut-être se voir demain si t'es pas trop occupé, bien sûr. Une phrase super typique. Complètement. Un apprenant qui essaye de tout traduire va s'épuiser dès le premier « du coup ». Chercher une logique, puis trébucher sur le Et il perd le fil. alors que le cerveau n'a besoin d'isoler que 3 piliers pour reconstruire l'intégralité du message. Disait, voir et demain. Tout le reste, c'est littéralement de l'emballage. C'est fascinant quand on y pense. C'est la même chose dans un contexte plus formel, comme l'exemple du texte sur le télétravail mentionné dans les sources. Si une phrase commence par « Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur », l'oreille entraînée ne cherche qu'à capter les mots-clés qui vont suivre. Comme pandémie, liberté ou isolé. Voilà. Tout en reconnaissant les expressions comme « ce qui est sûr », non pas comme une suite de mots à analyser grammaticalement, mais comme un simple bloc de sens préfabriqué, un signal qui annonce une conclusion. Et l'identification de ces blocs préfabriqués, c'est une technique de réduction de la charge cognitive redoutable. Ah oui. Oui, au lieu de traiter l'expression « ce qui est sûr » comme 4 unités distinctes, demandant 4 analyses séparées, le cerveau la traite comme une seule image globale. Comme un seul mot, en fait. Exactement. Cela libère instantanément de la bande passante mentale pour analyser la véritable information qui suit. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça me rappelle le fonctionnement de la photographie professionnelle, tu sais, où le photographe joue avec la profondeur de champ. Ah, l'effet de flow en arrière-plan. C'est ça. Quand on regarde un portrait réussi, l'œil est immédiatement attiré par le sujet principal, qui est d'une netteté absolue, tandis que l'arrière-plan, le décor, est flouté de manière esthétique. Le cerveau isole ce qui compte. C'est une belle analogie. C'est ce filtrage naturel qu'on opère toute la journée dans notre langue maternelle sans y penser. On n'écoute pas chaque syllabe de nos collègues. Heureusement d'ailleurs.
Mais dès qu'on plonge dans une langue étrangère, l'anxiété nous transforme en perfectionnistes, voulant que chaque pixel de la scène soit net. La métaphore visuelle est puissante, mais pour rester dans le registre auditif de notre sujet, je dirais plutôt que c'est l'équivalent du travail d'un ingénieur du son lors d'un mixage audio. Oh, j'aime bien ça. Comment ça? Eh bien, ils ne suppriment pas la batterie ou la basse de la piste, ils baissent simplement leur volume pour que la voix du chanteur puisse percer le mix. Pour aider le cerveau à effectuer ce mixage en temps réel, la méthode suggère d'imposer ce qu'elle nomme une intention d'écoute. Une intention d'écoute. Oui, avant d'appuyer sur lecture, il faut se donner un rôle. Est-ce que je cherche simplement à identifier le thème général du débat, ou est-ce que je cherche à repérer l'argument spécifique de l'invité contre le télétravail? Donc on programme le cerveau avant même d'écouter. Exactement. Cette intention précise agit comme un filtre fréquentiel pour notre attention. Le cerveau arrête de subir la vague sonore et se met à scanner activement le flux pour trouver sa cible. D'accord. Donc la théorie du triage, du mixage audio et du lâcher-prise est très claire. Mais concrètement, comment on passe d'une belle théorie conceptuelle à un véritable réflexe neurologique? Ah, la mise en pratique. Voilà. Le document déploie un plan d'attaque sur 30 jours, pensé pour rééduquer le cerveau progressivement. Ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est un véritable parcours d'adaptation. Et comment ça se structure? La première semaine commence par une immersion légère et totalement passive. 15 minutes par jour, sans prise de notes, sans chercher à tout comprendre, juste pour habituer les aires auditives à la mélodie, au rythme brut de la langue. Un bain sonore en quelque sorte. C'est ça. La deuxième semaine, on monte d'un cran avec une immersion active de 20 minutes où l'on introduit la prise de notes stratégique pour repérer les fréquences de certains mots. Très bien. Ensuite, la troisième semaine introduit cette fameuse technique du shadowing, qui consiste à répéter à voix haute l'audio avec un très léger décalage, pendant 25 minutes. Et la dernière semaine culmine avec une immersion totale de 30 minutes, sans aucun filet de sécurité comme les sous-titres, suivi d'un exercice de synthèse. Ce protocole est remarquable parce qu'il respecte vraiment la plasticité cérébrale. Comment ça? Il commence par l'implicite pour aller vers l'explicite. Et pour que cette plasticité soit stimulée au maximum, le choix des ressources est tout aussi important que le temps passé. Il faut créer un véritable entraînement fractionné pour l'oreille. Justement, les sources insistent sur la variété extrême des supports. Alterner entre la diction soignée et structurée de journalistes sur des radios comme France Inter ou RFI. Oui, le français très propre. Exactement. Et d'un autre côté, le débit mitraillette rempli de coupes au montage de créateurs YouTube comme Hugo Décrypte ou Cyprien. C'est un grand écart. Sans oublier la richesse dramatique des séries contemporaines, genre Lupin, Le Bureau des légendes ou 10%, là où les dialogues se chevauchent, où les acteurs chuchotent ou parlent carrément dos à la caméra. C'est le monde réel. C'est ce contraste permanent qui force l'adaptabilité. Par contre, il y a un élément de ce plan sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête. Je t'écoute. La phase 3, celle du shadowing. Le fait d'écouter un extrait et de le répéter immédiatement à voix haute en imitant le ton et le rythme. J'avoue que la logique m'échappe un peu. C'est normal, c'est souvent mal compris. En quoi le fait de faire le perroquet tout seul dans son salon, de faire travailler sa propre mâchoire, aide-t-il concrètement à écouter et à comprendre ce que disent les autres? Ça ressemble à de la pratique d'expression orale, pas de compréhension? C'est une excellente remise en question. Et c'est souvent le point qui déroute le plus. Mais la réponse se trouve dans l'incroyable intrication de notre physiologie. Notre physiologie, c'est-à-dire? L'écoute n'est pas uniquement un processus de réception passive dans l'oreille. C'est aussi une simulation motrice interne. Les zones du cerveau, responsables de l'articulation de la parole, et celles responsables du décodage auditif, sont intimement connectées par le système des neurones miroirs. D'accord. Les neurones miroirs, je vois. Quand on pratique le shadowing, on force son propre appareil phonateur, sa langue, ses cordes vocales, à reproduire physiquement les liaisons complexes, les illusions, les rythmes rapides. Genre le fait de fusionner je ne sais pas en un simple je sais pas. Exactement. En générant ces micro-mouvements, on crée une mémoire proprioceptive. Le cerveau enregistre la sensation physique de produire ces sons. Ah, waouh. TIFF utilise cette base de données motrices pour décoder le son presque instantanément. En clair, on entraîne sa capacité d'écoute à travers le mouvement de sa propre bouche. C'est fascinant de réaliser que la clé de l'écoute se trouve dans la motricité. Bon, sur le papier, avec toutes ces techniques, ce programme de 30 jours semble infaillible. Sur le papier, oui. Mais la réalité de l'apprentissage est beaucoup plus rugueuse.
L'exécution quotidienne de ce type d'exercice confronte inévitablement l'apprenant à un mur psychologique de taille. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Le guide met d'ailleurs un point d'honneur à normaliser une émotion particulière, la frustration. Elle est décrite non pas comme un échec, mais comme un indicateur biologique de croissance. Et c'est fondamental de le comprendre pour ne pas abandonner. La frustration, la sensation d'épuisement ou de confusion totale, c'est littéralement la signature chimique du cerveau qui signale qu'il est en train de créer de nouvelles connexions synaptiques. C'est le moment où ça travaille vraiment. C'est le prix de sortie de la zone de confort. Si l'exercice est confortable, c'est qu'il n'y a pas d'adaptation neuronale en cours. La progression de ce type de compétence n'est jamais une belle courbe ascendante et lisse. Ça, c'est sûr. C'est fait de plateaux et parfois même de journées où l'on a l'impression d'avoir carrément régressé. C'est là que la dimension inconsciente de l'apprentissage entre en jeu. Le document rappelle que le cerveau travaille intensément en arrière-plan. Même quand on ne s'en rend pas compte. Même lors d'une écoute distraite, ouais. Même quand on a l'impression de n'avoir saisi que 20% d'un podcast en faisant la vaisselle, notre cerveau enregistre des statistiques. Il comptabilise les fréquences d'apparition des mots, il cartographie les schémas rythmiques de la langue. C'est un vrai travail de l'ombre. C'est un travail souterrain qui nécessite de s'accrocher aux petites victoires, comme le fait de rire à une blague spontanément avant même d'avoir réalisé dans quelle langue elle était formulée. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Bonne question. Ce que je retire de cette analyse, c'est que ce fameux entraînement à la compréhension naturelle n'est pas une simple accumulation de connaissances académiques. C'est une véritable épreuve de résilience émotionnelle. Tout à fait. Pour atteindre la fluidité, il faut accepter la vulnérabilité de ne pas comprendre. Il faut accepter de se sentir désarmé et confus pendant des semaines pour laisser au cerveau le temps de faire son travail d'assemblage. Cela soulève une question cruciale sur la psychologie de la performance. C'est l'importance de la confiance aveugle dans le processus. Le fait d'y croire même quand ça blanque. Oui, car le doute permanent sabote l'acquisition. Ce repérage minutieux et inconscient des structures sonores par le cerveau, il est totalement silencieux au quotidien. On ne le sent pas se produire. Non, mais cette accumulation d'efforts invisibles finit inéluctablement par franchir un seuil critique. C'est l'origine de ce phénomène bien connu des apprenants persévérants, le fameux déclic. Ah, ce moment magique. Un jour, sans crier gare, sans avoir fait d'efforts supplémentaires ce matin-là, le brouillard auditif se dissipe. La chaîne de sons indistincte se sépare soudainement en mots clairs et porteurs de sens. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le résultat d'un travail de fond qui vient d'atteindre la surface de la conscience. C'est une perspective extrêmement encourageante pour tous ceux qui se débattent avec cet apprentissage. Pour synthétiser notre exploration des sources d'aujourd'hui, apprendre à traiter un flux d'informations complexe et naturel, c'est avant tout un acte de rééducation cognitive. C'est exactement ça. C'est apprendre à son cerveau à apprivoiser le chaos plutôt que de chercher à le contrôler. C'est développer la capacité chirurgicale de filtrer l'essentiel tout en ignorant le bruit. Cela demande une immersion variée, une pratique active impliquant même notre propre corps avec le shadowing et surtout la patience d'endurer la frustration initiale. La régularité de l'exposition est le seul véritable maître du jeu. Il y a d'ailleurs un dernier aspect abordé dans notre documentation qui mérite une réflexion un peu plus large. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il a été mentionné que même lors d'une écoute purement passive, en bruit de fond, notre cerveau est capable de cartographier et d'absorber inconsciemment les schémas complexes et les sonorités d'une langue étrangère. Oui, le truc de la radio pendant qu'on fait la vaisselle. Voilà. C'est une démonstration de force de notre subconscient, mais cela ouvre la porte à une interrogation beaucoup plus vertigineuse qui dépasse largement le cadre linguistique. C'est-à-dire, je suis curieux. Si notre architecture neuronale est configurée pour aspirer et intégrer passivement des structures aussi élaborées, simplement parce qu'elles résonnent en arrière-plan, quels autres types de schémas invisibles notre cerveau est-il en train de télécharger en ce moment même ? Oh waouh, c'est une excellente question. Qu'il s'agisse des croyances implicites véhiculées par les médias qu'on laisse tourner, du niveau de cynisme de notre environnement de travail ou des humeurs ambiantes dans notre foyer. C'est vrai que le cerveau ne filtre pas toujours ce qui entre. C'est ça. Si notre esprit fait constamment le buffering de son environnement sonore pour s'y adapter, peut-être devrions-nous prêter une attention beaucoup plus rigoureuse à la qualité de la bande-son de notre propre vie.